Avec vous pour le 10h midi sur Sud Radio. On est ensemble pour commenter l'actualité. Vincent Lambert, faut-il arrêter les soins? C'est pas la question, ne se pose plus puisque les soins ont été arrêtés ce matin, mais ça pose la question de l'euthanasie. Les populistes peuvent-ils remporter les élections européennes? Nick Conrad, le rappeur, j'avais dit que je n'irais pas son nom, déjà condamné, baise la France et brûle la France et étrangle une femme à la fin de son clip. Est-ce de la liberté d'expression? Où est passée Marlène Schiappa, ministre des droits des femmes et des hommes? On l'entend d'habitude un petit peu plus. Là, j'ai pas vu, mais peut-être. Mais Valérie l'appelait pas parce qu'elle va débarquer pour 15 jours. Là. Non, elle a réagi. Elle a réagi. Allez, on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Et puis, je vais vous présenter déjà François Closet. Bonjour François, journaliste, écrivain. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour. Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch, le média libre et c'est quoi le Franc-tireur. Franc-tireur, je cherchais. Et Sophie de Menton, qui est libre et franc-tireuse également. On se dit franc-tireuse? Franc-tireur, oui. Tout se dit. Tout mettre féminin, de toute façon. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Donc, avec vous, vos coups de cœur, vos coups de gueule. 0826 300 300 si vous voulez réagir. Évidemment, vous êtes les bienvenus sur l'antenne de Sud Radio, sur le fil Twitter également de Sud Radio. On a un problème avec le Facebook Live, hélas, ce matin. Mais ça va peut-être revenir d'ici quelques instants. Je ne sais pas. On vous tiendra au courant. Alors, on va commencer avec les coups de cœur. Le coup de cœur de Sophie, peut-être culturel. Oui, il est culturel. J'ai eu la chance d'aller à Cannes ce week-end et de voir le film de Lelouch. Donc les auditeurs vont pouvoir dire à quel point je suis privilégiée. Oui. Enfin bon, ça se passe là, c'était bien. Un coup de cœur, deux coups de cœur. Un coup de cœur pour la ville de Cannes et son maire, qui ont fait un boulot extraordinaire. Il n'y a pas un mégot par terre, les gens respectent tout. La sécurité était nickel. Il n'y a pas un plastique sur les plages. Il est absolument formidable, ce maire de Cannes, David Linard. Oui. Et un coup de chapeau. Bon, alors le coup de cœur, c'était le film de Lelouch. J'y suis allée en me disant, bon, voilà, il nous fait un remake d'un homme et une femme. Et dans les 3 premières minutes, on était séduits. Jean-Louis Trintignant était là, Anouk Aimée. Eu des difficultés à monter les marches, 87 et 88, je crois. Et la magie a pris, et Lelouch est un génie. Parce qu'il a remis des plans de coupe, mais sans en faire beaucoup. Donc, ce n'était pas du tout l'utilisation et l'exploitation du film d'avant. Et tout d'un coup, c'était les mêmes acteurs qu'on revoyait, c'était nous qui avions vieilli avec eux. Et quand la salle s'est rallumée, et que tout le monde s'est levé pour chanter Shabadabada, j'en ai encore la chair de poule, et c'était la vieillesse. Il a mis la vieillesse à l'honneur. Il avait repris comme acteur les deux petits, nos auditeurs se souviennent, qui couraient sur la plage, le petit garçon et la petite fille. C'est les mêmes, il a été les chercher et qui sont tombés amoureux à la fin du film. Vous nous racontez la fin, vous. Non, on laisse ça aux spectateurs. Non, c'est exceptionnel parce que c'est un film d'une très grande humanité et qui est à l'hommage de tous ceux qui vieillissent. Quand ce sera en salle, on ira le voir. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, sûrement bientôt. François, c'est un coup de gueule, François de Closet. Oui, contre cette opération escargot, c'est comme ça qu'on appelle, qui se passe aujourd'hui autour de Paris, au cours de laquelle des taxis, des professeurs d'auto-école, des ambulanciers vont freiner, bloquer la circulation. Alors, vous comprenez, je ne me prononce pas sur les revendications des uns et des autres. De toute façon, c'est contre la réforme du permis de conduire. Les revendications sont légitimes et les pompes sont funèbres. C'est pareil. Donc, revendications légitimes, d'accord. Simplement, mode d'action. Alors maintenant, on dit une opération escargot, c'est bien tranquille. Non, ça s'appelle de la violence. Si je suis sur la route, que tout d'un coup, quelqu'un se met devant moi pour m'empêcher d'avancer, ce n'est pas une grève, c'est de la violence. Et nous nous habituons à ça. Et le résultat, c'est qu'évidemment, la première chose qu'on fait, les gilets jaunes, tiens, on va aller sur les ronds-points, on va bloquer la circulation, et puis tiens, on va aller à Paris, et puis à Paris, tiens, on va tout casser. C'est dans la logique de cette acceptation de la violence dans notre société pour faire aboutir des revendications. Il y a un certain nombre de procédures institutionnelles qui sont là. Évidemment, c'est plus efficace de créer la violence. Ben, bien sûr, si je veux de l'argent, le plus efficace, c'est de prendre un pistolet, d'aller chez mon voisin et de lui dire maintenant vous me donnez l'argent. Je pense qu'Alexis Bachet va vous... Alexis Bachet, décidément, Alexis Poulain va vous répondre. Sauf que les Gilets jaunes, je vais peut-être dire un mot, ont obtenu ce qu'ils ont obtenu
C'est l'argument. C'est que s'il n'y avait pas justifie les moyens, d'accord. Alors Alexis Poulain. Je vais faire le pont avec mon coup de gueule du jour en fait, parce que la violence, comme vous le dites, Monsieur de Closet, elle est acceptée, elle est partout, mais elle est aussi prise par des personnages médiatiques comme Steve Bannon par exemple, qui a fait de la violence des mots sa force. Lui qui disait il y a un an, j'en parlais au congrès du Rassemblement national, que soyez fiers d'être raciste et xénophobe, c'est ce qui vous êtes, n'ayez plus honte, soyez vous-même. C'est violent aussi, et moi je suis outré en fait de la place médiatique qu'on donne à ce personnage qui est venu en Europe simplement pour se refaire parce qu'il est tricard aux États-Unis. Il a critiqué le gendre de Trump et il a été éjecté de la Maison-Blanche. Les milliardaires qui le soutenaient, Mercer, qui avait fondé Breitbart, l'ont également viré. Il se retrouve sans rien. C'est quelqu'un qui a fait fortune dans la banque, qui après est devenu un homme de médias et qui aujourd'hui se donne un rôle qu'il n'a pas de fédérateur des extrêmes droites européennes, des nationalistes européens. En réalité, il fait sa pub, il la fait très bien et je trouve que beaucoup de médias sont extrêmement complaisants avec Monsieur Bannon. D'autres médias l'ont invité sur leur plateau sans poser les vraies questions, en disant mais qu'est-ce que vous attendez finalement, à part un peu de business, parce que en fait son objectif c'est d'essayer de refaire un petit média nationaliste en Europe avec des fonds et de connecter comme ça des financeurs qu'il n'a plus. Mais pour revenir sur ce que disait François de Closet, c'est-à-dire sur l'acceptation de la violence, on est dans une société de plus en plus violente. Mais on l'est, vous voyez bien, on n'aurait pas un mouvement comme les Gilets jaunes si la violence n'était pas diffuse partout. Mais une violence politique, il y avait hier sur France 2, Moi, Daniel Blake, qui est un film d'une violence incroyable, où vous voyez en fait la violence qui est faite aux pauvres avec la politique du guichet en Grande-Bretagne. Excellent film, absolument, mais qui montre aussi la violence institutionnelle. C'est-à-dire que cette violence-là, elle est partout. Elle est aussi dans les politiques qu'on a voulu mettre en place en disant, d'ailleurs c'est sur le Monde Moderne, on avait écrit un article du rapporteur de l'ONU sur l'extrême pauvreté en Grande-Bretagne qui concluait que la pauvreté est un choix politique. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des politiques non austéritaires qui pourraient aider à sortir les pauvres par l'emploi et autres. Je me demande si la violence n'a pas été de tout temps pire qu'aujourd'hui. Non mais je pose la question. Elle est différente. C'était des coups dans un monde violent. On ne pouvait pas sortir. Les gens s'entretuaient dans les familles. Je pense que la violence est inhérente à l'humanité et que c'est une violence différente. C'est une violence différente. Avec les médias qui interviennent. Enfin, la violence, malheureusement... Cette aporie, on est dans une société injuste, donc elle exerce une violence, donc on a le droit à toutes les violences. Je ne dis pas qu'on a le droit, c'est inacceptable. C'est un fait. Oui, mais attention, parce que la justification de l'injustice, entre guillemets, arrive de loin. Enfin, moi, personnellement, je considère qu'en France, on est beaucoup plus violent par rapport à d'autres pays. Je connais bien l'Italie parce que je suis italien, j'y ai vécu pendant 40 ans, donc tout n'est pas parfait, je le dis toujours. On est moins violent en Italie, vous avez l'impression? On est moins violent dans le sens qu'on ne va pas casser les vitrines systématiquement. On a d'autres formes de violence. Il y a malheureusement la mafia qui est très violente. Il y a eu le terrorisme dans les années 70. Mais il faut dire que les Gilets jaunes, moi je suis toujours un peu partagé quand on me dit qu'ils sont violents parce qu'il y a les Black Blocs qui ont tout dévasté, etc. Mais avant, je me rappelle encore, il y avait les Nuits debout et ils partaient de la place de la République. On allait taper tout le monde jusqu'à l'Élysée. Ou bien il y avait les familles qui ne pouvaient pas manifester contre les mariages pour tous parce que Manuel Valls lui envoyait les CRS sur les Champs-Élysées. Quand on les envoie, ça va pas. Quand on les envoie pas, ça va pas. Mais j'ai envie aussi de dire une chose sans vouloir être critique. J'invite toujours à considérer les Américains, donc aussi Steve Bannon, comme les considèrent les Américains. Les Américains ont le premier amendement. Donc moi, je suis libre de dire ce que je veux aux États-Unis. Ici, c'est pas la même chose, parce qu'on a une autocensure souvent sur ce qu'on pense, parce que ça pourrait gêner cette communauté, ça pourrait gêner cette ethnie, ça pourrait gêner... le politiquement correct est américain à la base. Pardon? Le politiquement correct est américain. Et britannique aussi. Et en effet, on voit les résultats. Mais américain qui l'a poussé à l'extrême, politiquement. N'oubliez pas que la société française d'aujourd'hui est la plus égalitaire qui ait jamais existé dans l'histoire de France. Je trouve. Que le taux de pauvreté, de redistribution, le taux de pauvreté est au plus bas, le taux de redistribution est au maximum. Donc ce discours, selon lequel nous sommes dans une société d'une violence incroyable, la misère augmente, les inégalités augmentent, c'est faux.
faux, totalement. Allez le dire, bien sûr, aux familles monoparentales, aux chômeurs de longue durée. Alors là, bravo. Vous venez de découvrir qu'il y avait des pauvres, mais non, allez tout de suite à Gavot faire une conférence. J'ai trouvé des pauvres en France. Vous le méritez, c'est formidable. J'ai pas découvert, vous dites n'importe quoi. Vous venez de découvrir les pauvres. Attendez, Alexis, dans toute société, il y a des pauvres. Oui, et donc une société avancée, pourrait être un peu moins pauvre. Fait quoi? Et voilà, la bonne conscience. Vous admettez la pauvreté, monsieur. Je vous admire. Vous faites avec, en fait. Vous travaillez chez l'abbé Pierre en permanence. Non, mais heureusement qu'il y a l'abbé Pierre, parce que justement, on a des lois en France qui ne sont pas mises en place, notamment sur le droit du logement. On a les plus belles lois du monde sur le droit au logement, justement, droit opposable, etc. On ne les met pas en place. Oui, alors, c'est vrai qu'on a des belles lois pour le droit au logement. On est en train de massacrer la politique du logement en France. C'est-à-dire que tous les 2 ans, on prend des lois qui vont provoquer de la pénurie. Alors, et comme on veut indéfiniment, soi-disant, aider les plus démunis, on déséquilibre tout le marché. Les plus soi-disant riches, comme par exemple les propriétaires d'appartements à Paris. Exactement. Parce qu'Anne Hidalgo fait de l'idéologie tranquillement en obligeant à ne pas disposer de ses biens. Voilà. Bon, allez, c'est fait, ça. C'est fait. Oui, un coup de cœur. Alors, écoutez, je comprends pratiquement rien de foot. Non, je comprends très on est peu. deux, Malheureusement, je sais tout simplement que la France a gagné parce qu'il n'y avait pas l'Italie au championnat du monde de foot. Mais bon, ça c'est la blague. Oui. Non, attention au Paris FC, qui est la deuxième équipe de Paris, qui a de bonnes chances pour monter en Ligue 1. Elle est au barrage. Demain, il y aura un match contre le Lens, et puis il y en aura d'autres. Donc bon courage pour cette équipe qui mise beaucoup sur la formation de jeunes et pour une raison très pratique. Pourquoi Paris doit avoir ses talents aller exploser ailleurs alors que c'est la capitale de la France, c'est une vraie etc. question. Rassurez-nous, Riyad, l'Arabie Saoudite n'est pas en train d'acheter le club pour tenir la dragée haute au Qatar. Apparemment. Allez, on se retrouve dans un instant. Moi, j'aurais 3 petits points que je voulais évoquer avec vous, 3 informations qui ont retenu mon attention et sur lesquelles je voulais vous entendre. À tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Culture.Leclerc. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On va parler de la fin de vie avec le cas Vincent Lambert. On va parler des élections européennes et puis de ce rappeur. Que pensez-vous de ses propos? Je baise la France et je brûle la France. Liberté d'expression. On en parle avec vous. 3 infos qui ont retenu mon attention ce week-end. La CGT qui bloque la distribution du Point. La CGT qui allait refuser la distribution parce que la une du Point ne leur plaisait pas. C'est drôle ça. Puisqu'il y avait Salvini en une. Et je trouve que la CGT devrait donner les couvertures qui lui vont. Non, et comme ça, auparavant, on soumet la couverture à la CGT. Non c'est pas une première. C'est pas une première que les syndicats du livre bloquent une. Oui, mais là, la raison invoquée est que la une ne leur plaît pas, qu'on met pas en une un populiste. Je veux dire, ils ont bloqué pour des raisons salariales, pour des raisons de travail. Là, c'est une raison, c'est la une qui ne leur plaît pas. Un facho d'opérette, celui qui met à prix chaque migrant à 5 500 €. Alors, déjà, Matteo Salvini a réagi aussi via Twitter. Naturellement, la CGT a un prix pour son grade. Mais il faut se rappeler que la CGT n'est pas tout puissante. Elle est un petit syndicat désormais français. Et donc, il faudrait qu'elle s'adapte à la démocratie du monde. Très puissante quand même dans le domaine de l'édition. Il y a une démocratie, donc on ne peut pas empêcher à la presse de se manifester. Donc, c'est la liberté des presses, c'est la liberté d'expression. Et désolé pour la CGT, s'ils sont encore habitués à l'URSS. Il faudrait quand même que la CGT se souvienne comment elle a été compagnon de route et elle a soutenu les pires staliniens au pire moment du goulag et de tout ça. Alors, s'il vous plaît, la CGT qui vient vous donner des leçons de démocratie et de droits de l'homme, non. Deuxième, bon, voilà. On va pas tirer sur une ambulance, ils existent plus. Et s'il a envie de changer la politique italienne, que les leaders de la CGT prennent la nationalité italienne, qui sait faire ses livres, etc. C'est une façon. Alors, c'est évidemment pas un syndicat de dire qui doit faire la couve, mais est-ce que c'est à quelques milliardaires d'être propriétaires des titres de presse et de faire cette petite musique en fait qui fait monter un peu toujours les mêmes figures de la droite ou de l'extrême droite en disant qu'il n'y a pas d'alternative ou très peu.
C'est une façon d'alerter sans doute. Censurer aussi. Oui, mais c'est une façon d'alerter aussi sur le fait que ça fait beaucoup de couves. Enfin, quand on a vu toutes ces couves aussi sur l'islam, sur l'immigration, sur machin, puis après on se dit mais comment on fait pour que Marine Le Pen soit au deuxième tour systématiquement, quasiment maintenant toutes les élections. On a entendu aussi des rappeurs qui disent dépendre les blancs comme le sont. Mais voilà, mais c'est toujours les mêmes figures, soit les Non mais vous avez raison. Si on interdit à la presse de s'exprimer, Madame Le Pen n'existera pas. Non mais vous êtes en train de sous-entendre que les propriétaires influent sur la ligne éditoriale dominantes qui sont un peu toujours les mêmes. Ce qui est vrai, c'est que le fait que des grands groupes financiers et industriels contrôlent les principaux organes de presse, ça, c'est un vrai problème. Non, ils les contrôlent, ils n'ont pas leur mot à dire. On connaît bien quand même, parce que c'est vrai. Par exemple, le patron Figaro, Dassault essayait de faire passer des messages, il n'y avait rien à faire. Il essayait. Et franchement, demander Libé, contrôlé par un Rothschild, ils n'ont pas leur mot à dire. Et tant mieux. Et tant mieux. Les actionnaires ne disent pas un mot, les rédactions. Alors là, sont vent debout si on leur donne une consigne. Les journalistes ont un caractère qu'on connaît. Et non, on ne peut pas dire, je crois que le capitalisme tient la presse. Deuxième information qui a retenu mon attention, alors que le règlement intérieur des piscines municipales, vous le savez, en particulier à Grenoble, interdit le port du burkini pour des raisons d'hygiène, mais il y a un collectif de femmes soutenu par l'association Alliance Citoyenne qui est allé en burkini dans une piscine et qui justifie cet acte par de la désobéissance civile. Moi, je trouve qu'il y a un moment, ça suffit. Il y a des règlements, que ce soit religieux ou pas, il y a un règlement, on rentre pas. Quand vous êtes un homme, on vous demande de mettre un maillot de bain précis. Je veux dire, c'est quoi, alors, ça veut dire quoi ? On va pas mettre non plus de bonnet. Non, mais alors en plus, le comble, c'est que pour les hommes, on demande pratiquement des bikinis. Des bikinis, on a interdit le short. Et par contre, les femmes peuvent rentrer avec des rideaux. Et certaines personnes ont mis, par exemple, au Maroc, l'interdiction de venir autrement qu'en maillot de bain dans une piscine. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a fait là ? Est-ce qu'on les a punis ? Je ne sais pas. Parce que c'est l'éternel débat sur les horaires aussi, réservés aux femmes. Ça encore, ça passe. Non, ça passe pas du tout. Mais ça, par ailleurs, il n'y a pas eu de tentative. Mais visiblement, et on en parle, donc peut-être que c'est leur faire trop d'honneur que d'en parler. On n'a pas à entendre les exigences des religions, point barre. Non, on est dans une société laïque. Si ça déplaît aux religions, on n'en a rien à faire et j'espère qu'on va en parler tout à l'heure à propos de l'affaire Lambert. Eh ben, on va en parler tout de suite. Voilà, la troisième chose, et ça n'appelle pas de commentaires, mais c'est tragique, c'est un détenu qui a agressé sa compagne qui était venue au parloir, une jeune femme de 27 ans. Il lui a sauté dessus à pieds joints sur la tête. Elle est entre la vie et la mort. Ah oui. Comment est-ce qu'une chose comme ça est possible ? Comment est-ce que dans une prison à Réau, en Seine-et-Marne, une chose comme ça est possible? Un peu de violence là aussi, non ? Du détenu pédophile qui avait agressé sa belle-fille aussi au parloir. Enfin, c'est dingue ce qui se passe dans les prisons. La fuite de Redouane Faïd. Oui. Mais la fuite. Oui. N'oubliez pas que toute l'évolution des prisons, c'est de permettre aux gens d'avoir des instants d'intimité, de contact avec la famille, etc. Ouais. Alors bien sûr, il y a ce risque que si le contact avec la famille, c'est avec deux malabars du service d'ordre qui sont là. Oui, non, mais c'est sûr que ça pose une question. Mais bien sûr, on ne peut pas en même temps vouloir ouvrir un peu le monde carcéral et vouloir en même temps le maintenir totalement bouclé pour que rien ne se passe. Il faut ouvrir ou pas alors ? C'est-à-dire que c'est un événement malheureux, mais... Je pense qu'il faut l'ouvrir, il faut tirer les enseignements pour voir comment on peut essayer d'éviter. Mais décider que désormais les prisonniers n'auront plus de contact avec leur famille, ça me paraît encore plus... Non, c'est vrai que c'est une exception quand même globalement. C'est une exception. Et puis, alors moi, je pense qu'on est dans un monde où il faut faire un peu du sur-mesure partout. Et à force de vouloir que tout le monde ait les mêmes droits tout le temps, c'est pas possible. S'il y a un détenu qui a été violent et qui est violent, et ben voilà. Là, on ne savait pas forcément. Le repérer. En tout cas, c'est quand même un problème de surveillance. C'est tragique. Je vous signale, il y avait récemment, j'ai lu ça. Une femme qui venait se plaindre parce qu'elle avait été pendant des années battue, menacée de mort, etc. Finalement, en dernière analyse, on finit par dire quand même ce type c'est un peu une brute. On le met en prison et hop, on le relâche. Et elle meurt de peur. Mais évidemment, il n'y en a pas qu'une. Il y en a pas qu'une. Quand un homme a fait preuve d'une telle constance dans la violence, qu'il aille passer
très longtemps en prison, mais ça François, ne me gêne pas. Le drame absolu, c'est que ce sont les pères des enfants de ces femmes. Et donc, en plus, quand on va au commissariat, et j'ai quelqu'un de proche à qui ça arrive, on va au commissariat, on y va 1, 2, 3, 4 fois. Et de toute façon, ils ont le droit de visite de leurs enfants. Et moi, je pense que quand il y a constat d'une violence, il n'y a plus de droit de visite des enfants. Parce que c'est ça le problème. Aller au commissariat, porter plainte quand vous êtes victime de harcèlement ou de violence conjugale, bien sûr. Je peux vous citer un cas récent de quelqu'un que je connais. Il ne se passe pas grand-chose, menaces de mort, etc. Oui, on va traiter votre dossier. C'est pour ça que Marlène Schiappa, ce week-end, disait les entourages doivent se manifester, il faut que les témoins aillent au commissariat. Bien sûr. Pendant ce temps-là, on est en urgence et il ne se passe rien. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant. Vincent Lambert, faut-il arrêter les soins? À tout de suite. 0,90. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter les sujets qui font l'actualité avec François de Closet, Alexis Poulain, Matteo Ghisalberti et Sophie de Menton. On va parler de Vincent Lambert, mais on est parti pendant la pub sur le débat autour du rappeur dont j'ai pas envie de prononcer le nom, qui a déjà été condamné. Donc c'est un clip qui est absolument, très légèrement, absolument. Il avait été condamné. Là, son clip J'ai baisé la France jusqu'à l'agonie, cet hexagone, j'encule sa grand-mère, mais ce sont les termes, il faut que vous sachiez quand même ce qu'il y a dans ce clip. Pendez les Blancs, c'était son précédent clip, avait créé la polémique. Il avait été condamné à 5 000 € d'amende avec sursis pour provocation au crime. Et donc, dans ce clip, il étrangle une femme à la fin, une femme blanche qui est censée représenter la France, le mot France. Et donc, Marlène Schiappa a réagi, mais alors quand je vois la réaction, elle dit « Quelques comptes Twitter m'interrogent au sujet d'un clip de rap dont j'ignorais jusque-là, comme beaucoup, l'existence, bien sûr. Ce clip injurieux, violent a été signalé aux autorités compétentes par le ministre de l'Intérieur. Je ne pense pas nécessaire de lui faire de la pub. » Je me souviens de cet humoriste, ce présentateur des Amours, qui avait fait une blague pourrie et qui s'en est pris plein la tête par Marlène Schiappa, qui a perdu son travail. Il y a peut-être un petit 2 poids 2 mesures. Enfin, le propos, c'est pas Marlène Schiappa. Il y a eu Bigard aussi, qui a eu ça. Enfin. Et là, c'est quand même extrêmement grave. C'est l'apologie du meurtre. Alors, est-ce que c'est de la création artistique? C'est quoi pour vous? Quand on met déjà en photo le président de la République avec des drag queens et des rappeurs, quand on visite les monuments historiques, on donne. Je veux dire, il y a une espèce de flagornerie. Non, mais mélangez pas tout, Sophie. Si, parce que c'était des rappeurs. Vous avez vu ce qu'ils ont dit? Oui, mais regarde, tous les rappeurs. C'est pas du tout le message de haine. Les rappeurs, il y a rappeurs et rappeurs, comme si vous disiez. Non, pas Kid Ismail. Non, Kid Ismail, c'est pas du tout ça. C'est l'inclusion. Mélangez pas tout. Mélangez pas tout. Là, on est sur ce cas. Oui, vous mélangez tout parce qu'on peut pas dire. Sophie ne connaît pas. Non, c'est vrai que je suis peu compétente. Vous pouvez pas dire que tous les rappeurs sont même s'il y a une certaine forme de violence. Mais je suis assez effectivement imperméable à ça. Ce que cela démontre, c'est que la France est une société qui fait de la discrimination, ça c'est vrai, mais pas de racisme. Parce que si c'était une société raciste, jamais ce monsieur qui ne se serait permis de faire cette provocation. On sait que c'est un rappeur dont les disques ne se vendaient pas, qui a cherché la voie de la provocation parce que c'est une voie sans risque. Simplement, si j'en crois sa fiche, il a été longuement soigné en France pour une maladie. Et je voudrais savoir si il a été soigné bien que noir, alors que d'habitude en France on ne soigne pas les noirs car c'est un pays raciste. Non, c'est une société ouverte qui pratique la discrimination. Lutter contre la discrimination vis-à-vis des Noirs ou des Maghrébins, c'est indispensable. Accuser la société française avec cette violence d'être raciste parce qu'on n'en a pas peur, parce qu'elle lui fait pas de mal, c'est inadmissible. Oui. Je trouve qu'en tout cas, on a laisser grandir cette haine dans ses propos, etc. Je remarque aussi effectivement que Madame Schiappa fait des gazouillis seulement quand elle pense que c'est quelque chose qui est peut-être porteur dans l'opinion publique et donc fait remonter peut-être aussi des sondages, je ne sais pas, mais j'aimerais effectivement qu'elle se tient un peu plus informée déjà, qu'elle ait un peu plus de mesure quand elle prend des positions, parce qu'elle représente tous les Français. Oui. Et donc, effectivement, quand vous voyez la disparité des traitements entre cette blague pourrie condamnée d'un présentateur et le rappeur,
C'est facile à... Là, pour le coup, il y aurait eu mesure, il y a une violence qui est faite. Mais c'est un peu comme l'histoire de l'Eurovision. Enfin, faut pas oublier que ça se traite par le mépris. Mais c'est compliqué, parce qu'on rentre dans la censure. Je comprends bien. Moi, d'accord. Moi, j'invite tout simplement à réfléchir. L'histoire de l'Eurovision. Je rentre pas dans le débat. On est arrivé 14e, etc. Les Italiens sont arrivés 2e, etc. Moi, je n'ai pas la chanson italienne. Je dois l'avouer. Non, je l'aimais pas. Bon. Elle était mieux que la française. Hein. Moi, je ne sais pas, parce que c'est l'Eurovision quand même. Non, ça m'a fait un peu sourire de voir des tweets dans lesquels on disait vous avez vu les Islandais avec le drapeau palestinien en Israël. Ils sont courageux. Essayez d'aller à Téhéran, par exemple, avec un drapeau israélien. Par exemple, ça c'est du courage. Essayez d'aller simplement habillé comme vous êtes, comme c'était le groupe islandais à Riyad. Saoudite. Voilà. Madonna s'est fait tacler. Oui. Non. Tout ça pour rappeler que Israël, de toute façon, c'est une démocratie. Non, mais c'est le débat. Pour revenir sur le débat sur le rapport, c'est justement un débat. Bon, le mec fait ça parce que c'est une pub facile, effectivement. On la provoque, ça marche à chaque fois. Et en plus, dans le rap game, c'est un truc qui marche absolument. C'est-à-dire, il faut toujours faire sauf qu'il y a des adolescents qui pourraient un peu. Oui, bien sûr. Après, c'est toujours le problème. C'est comme les jeux vidéo violents. Enfin, on a toujours ce débat sur la création qui va après déboucher sur des actes violents. C'est de la création, c'est une façon de se faire sa pub, c'est tout. Donc, il faut pas en parler. Mais je pense qu'il faut après, si la justice peut évidemment 5 000 € avec sursis. Non, c'est une blague, parce que derrière, c'est une campagne de pub gratuite en réalité pour ce monsieur qui va vendre des albums. Parce qu'il n'a pas de label apparemment, donc il a essayé de faire ça, à mon avis, pour trouver une maison de 10. Je suis pas sûr que ça. 5 000 €, c'est le prix d'une Twingo. Les temps ont changé, ça va être compliqué de trouver une maison de disques en disant des choses pareilles. Mais faut respecter quand Joan Baez, la grande chanteuse américaine, dans les années 60, allait défier les racistes, vraiment en prenant des risques immenses aux côtés de Martin Luther King, ça, oui, c'est éminemment respectable. Mais un type qui fait ça en ne risquant rien pour se faire de la pub, c'est méprisable. Et quel est le message ? Il n'y en a aucun à part dire moi j'ai pas peur. Mais évidemment, il n'a pas peur. Il y a la liberté d'expression, on est une démocratie, donc il peut le faire. On a Claude qui souhaitait réagir. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Moi, je souhaitais réagir parce que je trouve que la liberté d'expression, finalement, on la limite quand même d'une manière ou d'une autre quand on veut et quand ça ne plaît pas. Alors, ce que je voudrais dire, moi, ce qui ne me plaît pas là-dedans, c'est que, en fait, si je résume, aujourd'hui, la seule chose qu'on peut librement dire, c'est des critiques contre les Blancs, de préférence catho, etc. Quoi. Et si, je trouve que ça va pas. Parce que dire, je sais plus ce qu'il a dit, je baise la France, je brûle la France. Si nous on disait ça, par exemple, d'un quelques pays d'Afrique que ce soit, alors là, si on disait en plus, si on parlait des blancs, on parlait des noirs ou des jaunes, les jaunes ne diraient rien, mais les noirs certainement, on aurait immédiatement des réactions comme on a eu dans certains magasins parce que il y avait des malabars qui allaient faire peur au commerce qui tenaient des t-shirts, je ne sais plus quelle était la mention qui leur plaisait pas. Je veux dire que tout ça aujourd'hui, c'est dissymétrique en fait. Le problème, c'est que c'est dissymétrique. Et alors moi, je trouve que quand on voit, alors là, ce qu'on n'entend pas sur les radios, c'est les brigandes, là, les nanas qui chantent, qui sont des nationalistes purs et durs. Là, on n'entend pas, je veux dire. Donc, moi, je trouve que on n'entend pas non plus du canon sur les radios. On n'a pas le droit de dire aujourd'hui l'Algérie, c'était mieux du temps où on y était. Or, tous ceux qui sont revenus en 1962, il y en a beaucoup qui voudraient le dire et le chanter. Donc, vous voyez, je trouve que, moi, de même qu'aujourd'hui, on n'imagine pas une chanson qui dirait « Moi, je revendique le retour de la peine de mort ». Donc, on ne peut pas dire la liberté d'expression. C'est un Michel Sardou qui chantait « Je suis pour ». C'est un deux poids, deux mesures. Ce que je trouve aussi dans les réactions, on parle le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, donc, qui a saisi le procureur. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a une femme qui est violentée à dessein, étranglée. Pourrait y avoir une réaction. Je me permets aussi une autre remarque, parce que c'est une question d'hier, vraiment, encore une fois. La précédente de RT France, que beaucoup de monde accuse d'être alimentée par la Russie, etc., a fait remarquer que sur YouTube, donc le réseau où on laisse étrangler des femmes blanches par un rappeur français, sous les vidéos de RT France, c'est marqué « RT est financé entièrement, je lis, ou partiellement par le gouvernement russe ».
Donc, ça m'a fait un peu rigoler parce que on veut faire quoi ? On veut faire passer une information pour orienter à tout prix plutôt que combattre avec des arguments. Et en même temps, on permet de diffuser des vidéos violentes, racistes, tout ce qu'on veut, parce que de toute façon, on avait déjà eu les blancs pendus il y a quelques mois. Heureusement, pour une fois, je salue l'action immédiate de Christophe Castaner, qui a saisi la justice. J'espère qu'on en arrive à quelque part. Mais je rappelle aussi que YouTube laisse des vidéos comme ça et empêche à une chaîne télé, émet un jugement sur l'un de ses clients déjà. Et puis, pour orienter peut-être l'information. Je pense que ça correspond au désir d'autorité, parce que ce qui est assez étonnant, c'est les sondages qui donnent le désir d'autorité des jeunes, qui veulent des régimes forts, eux-mêmes qui pourtant sont les premiers à vouloir la liberté. Ils ne sont pas éduqués à la démocratie. Il y a un moment où on a envie, la démocratie a ses limites, il faut une autorité. Ce n'est pas antinomique de la démocratie que d'être autoritaire. Mais quand vous donnez une fessée à votre enfant, c'est la fin du monde. C'est la fin, absolument. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler donc du cas de Vincent Lambert. Donc les soins ont été arrêtés ce matin. Pas mal de réactions sur Twitter et les parents qui, jusqu'au dernier moment, se sont battus pour empêcher l'arrêt des soins. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300, à tout de suite. Radio.fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, et l'actualité aujourd'hui, c'est le triste cas de Vincent Lambert, donc ce jeune homme qui est dans une sorte de coma depuis une dizaine d'années, et la justice finalement, après tous les recours qui ont été faits par les parents, a donc donné l'autorisation aux médecins d'arrêter les soins. Ça a été commencé ce matin. L'arrêt, il est tétraplégique dans un état végétatif. Ce matin, le site de Valeurs Actuelles publie une vidéo que les parents ont faite du jeune homme, où on le verrait pleurer au moment où sa maman lui dit au revoir. On voit bien, les médecins disent état végétatif, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas et qu'il ne ressent rien. C'est une question difficile et je trouve très dommage que ce soit le symbole de la fin de vie, parce que voilà, c'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe. Alors Mathéo, vous aviez commencé à prendre la parole. Moi, je suis très radical. Je pense qu'on est en train de tuer une personne. Et ça m'a fait rigoler parce que je pense que c'est très grave. C'est très personnel aussi. Je ne veux pas émettre de jugement ni vers un côté ou l'autre de la famille. Je pense tout simplement que moi, mon enfant, je ne permettrai jamais de le faire tuer. Même si on me dit qu'il est seulement vivant. Et il n'a pas de conscience, etc. C'est mon être. Ce sont des machines qui le font vivre. On peut faire vivre. On a inventé les machines pour améliorer. On a inventé l'intelligence artificielle. Et c'est pour faciliter la vie des êtres humains. On ne peut pas vivre, on ne peut pas se résoudre à une société où on est bien seulement si on est blond, jeune, bien gaulé, etc. Non, désolé, je suis un peu méchant, mais quand j'entends aussi que on célèbre la Renaissance, on veut à tout prix avoir l'homme de Vitruve, excusez-moi la déviation, en France, qui est le symbole de l'humanisme, le symbole de la mesure de l'univers, donc l'homme, là on va tuer une personne parce qu'elle n'est plus apte et on y fait dessus tout un tas de discours politiques qui font vraiment mal. Moi, je suis un peu d'accord. Que je suis heureux que vous ne soyez pas mon père. Voilà. Pensez que vous seriez là pour m'imposer ce supplice pendant des années pour votre bonne conscience. C'est un supplice. Non, mais alors, c'est magnifique. Je ne sais pas, moi. C'est que personne ne se pose la question. Alors, moi, voyez-vous, d'abord, premièrement, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, aujourd'hui, on veut, interrompre la vie. Il y a des médicaments qui permettent de faire ça en 20 secondes. Non, on va lui imposer l'agonie, car les religions l'ont décidé. Non, nous avons un devoir Arrêtons de faire ces traitements, qu'on parle de la mère de Vincent Lambert, tout simplement parce qu'elle serait une bigote catholique, parce que les catholiques, moi, je lui oppose une autre mère que j'ai connue, très près, Marie Humbert, qui a aidé son fils dans cette tout à fait cette situation, elle l'a aidé à mourir. On ne disait pas à chaque phrase qu'elle était une bigote catholique. Alors ça passait bien. Marie Humbert était une catholique quand je lui ai fait lire ce qu'un certain Barbarin était venu dire sur elle. Elle s'est effondrée en larmes.
Comment ? Car elle était catholique, et car ce qui avait été dit était infâme. Et donc, premièrement, je ne vois pas pourquoi, quand on estime devoir arrêter une vie, on nous impose l'agonie, parce que les religions l'ont décidé. C'est pas ça. Nous ne sommes pas en théocratie, nous sommes en démocratie. Si on doit mourir, et c'est ce qui s'était passé pour Vincent Mais je parle Humbert. moi, je parle de l'humanisme, je parle de l'être humain, je ne parle pas de religion. Pourquoi si ne pour pas vous- faire une piqûre en 10 minutes et laisser un être mourir de faim? Mais Parce que la religion Je a pense qu'il y a une décidé sédation. que l'homme devait mourir au terme d'une agonie. parce que la loi l'impose, la loi l'impose comme ça, parce que Mais parce que sinon, l'État, ça C'est la définition d'euthanasie. Alors, Attendez, Alexis Poulain. Sur le confort, c'est extrêmement récent qu'on commence à comprendre qu'il y a un besoin d'anesthésie, par exemple pour les enfants. Pendant très longtemps, on a traité les bébés comme n'étant pas finis nerveusement, Ils donc on a souffraient fait des pas. choses affreuses avec les bébés. Là, on est à peu près sur le même débat d'arrière-garde sur savoir la fin de vie. Est-ce que on peut décider ou pas? Les gens qui décident vont en Belgique, vont ailleurs, là où on peut décider finalement. Oui, donc c'est attention. un faux débat. En Et Suisse- attention, et je suis tout d'accord avec vous, Monsieur de Closet, attention à ce retour du religieux dans la loi partout. Regardez. sonne pas, Est-ce que c'est vraiment le retour du religieux? Que oui, Non, mais il y a enfin, toujours la que chasse oui, aux ça sorcières fait dans ce la morale, pays, la c'est morale, toujours ça. La morale et la Attendez. politique, ça fait deux. Non. La morale et les lois, Oui, il mais faut parce se méfier. qu'en France, on Attention. considère débiles Et une les morale catholiques. religieuse n'est On pas une morale en considère soi. Ça que les fait catholiques 30 n'ont pas leur ans que dans Non. tous les sondages, 80% des Français disent qu'ils veulent avoir C'est le vrai. droit de choisir Absolument. leur mort, et on ne peut même pas poser la question dans le grand débat, tant la puissance du lobby médical et du lobby religieux est grande. C'est un problème fondamental de démocratie qui se trouve La démocratie, posé. c'est aussi alors Et- quand et il y avait ces des gens- millions de gens qui allaient protester contre la loi du mariage pour tous, qu'on les a matraqués, des familles. Qu'est-ce que Ça, vous c'est la racontez? démocratie. Ça, Non, c'était mais la c'est une démocratie. plaisanterie. Non, La non, France non. est une société de violence. Alors, Bah oui. on a Ah oui, Antoine. c'est magnifique. On a bien aboli la peine de mort. Antoine de Toulouse Donc avec nous. pourquoi Bonjour Plus tard que Antoine. beaucoup d'autres pays. Chut, bonjour Antoine. Oui, bonjour. Non, évitons d'employer les mots tuer, faire Ouais. tuer ou Ouais. faire tuer. Hein. C'est vraiment biaiser le débat et empêcher une approche. Essayons le plus rationnel possible. Il me semble que cette affaire Lambert n'est pas la bonne affaire, comme Non. vous l'avez dit en préambule, pour parler du sujet. On a en face l'épouse, les 6 frères et sœurs Ouais. qui sont favorables à la fin de vie, si j'ose dire, et la famille qui est... Moi, je suis catholique, ça me pose pas de problème, mais qui est ultra catho. C'est pas ça le catholicisme, en fait. Ils sont dans une forme d'extrémisme absolu. Ne mettons pas de religion là-dedans, ne mettons pas de considération. Moi, je vais évoquer simplement un point au risque de déclencher les foudres de certains de vos participants et de certains auditeurs. C'est le coût financier de tout cela. 1000, 1500 euros par jour. À la fin de l'année, c'est 500 000 euros. Combien y a-t-il de cas, Vincent Lambert, en France? 500 cas, 1000 cas? 1700. Et- mais écoutez, 1000 cas, ça fait 500 millions d'euros par an. Avec 250 millions d'euros, vous Bon, alors pouvez on va tuer construire tout un de suite tous hôpital. ceux qui sont dans le même état. Je ne peux pas je peux terminer. C'est- C'est oui, 250 millions d'euros. Un hôpital, vous construisez 2 hôpitaux. Regardez toutes les vies que vous pouvez sauver en parallèle. Ou pour Tout amener à la simplement mort. Pour satisfaire quoi? Une espèce d'humanisme qu'il est bon d'aller défendre sur les plateaux télé? Non, mais je comprends ce que vous dites, mais là, monsieur. mais- Mais après tout, pourquoi mais pas là- simplement, à ce Sophie moment-là, Danton. la question du coût, elle existe. C'est horrible à interpeller, mais ça existe. C'est un argument qui vaut un autre. Mais il y a effectivement 1500 personnes dans le même cas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce qu'on ne sait pas, et on aurait aimé avoir une communication médicale sur l'état réel. Est-ce qu'il y a une souffrance quelconque de cet homme? Voilà. Et ensuite, j'aimerais savoir la différence entre faire une piqûre qui peut arrêter sa vie en 1 minute ou ne plus l'alimenter, ce qui va le laisser quand même agoniser pendant je ne sais pas combien de temps. Mais la réponse, on l'a eue avec, je reviens là, l'affaire Vincent Humbert. C'est-à-dire que lorsqu'après que sa mère ait tenté d'arrêter sa vie, lorsqu'il est arrivé dans le service de réanimation, qu'est-ce qu'a fait le docteur Chaussois, qui était le docteur? Il a commencé par faire une sédation profonde. Et puis, il a arrêté l'alimentation. Et alors, il a vu que Vincent souffrait et il s'était engagé auprès de sa mère, je ne le laisserai pas souffrir. Alors il a pris du chlorure de potassium et il l'a fait mourir. Et il a été poursuivi en justice à cause du chlorure de potassium. Il devait imposer à Vincent Humbert l'agonie. Et les gens vous disent, mais il ne souffre pas. Tiens donc, vous avez beaucoup de gens qui en sont revenus et qui vous ont dit qu'on ne souffrait pas. Mais... Et de la même façon, on vous dit, ah bah oui, mais on les garde en état végétatif.
objectif, il ne souffre pas. C'est aberrant. Et maintenant, un mot. Si chacun d'entre nous voulait, comme moi, vivre avec ces directives anticipées sur lui, il n'y a pas un médecin qui pourrait se permettre de le mettre en survie. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. C'est bien joli de dire je veux la liberté, exercez-la tous. Ayez sur vous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, François ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Exprimer très clairement. Vous adressez à votre médecin. Si vous lisez ça, c'est que je ne suis plus consciente. Voilà ce que vous devez faire et ne pas faire. Sauf que c'est, encore une fois, une question extrêmement compliquée. Je vous recommande sur le Figaro Vox l'article de Damien Leguet, qui est un philosophe éthicien, et qui dit « De quoi parlons-nous d'un cas particulier devenu une affaire nationale qui rend impossible toutes les subtilités, toutes les distinctions entre sédation, euthanasie, arrêt des traitements, toutes les réflexions possibles. » Il y a une hystérisation autour de ce débat, et je pense que mais ça pourrait être l'occasion justement de faire beaucoup plus subtil, sauf que les gens qui sont spécialisés soins palliatifs vous expliquent aussi que vous avez pu dire moi je veux qu'on m'achève, je veux pas vivre, et que le moment venu, ce soit plus la même chose. On a Catherine en ligne. Bonjour Catherine. Bonjour. Je crois que vous connaissez bien le sujet, me dit-on. Ah oui, ça, pour connaître le sujet, je le connais bien. Je suis depuis près de 40 ans dans un centre spécialisé éveil de coma dans la région bordelaise. Et donc, nous, on ne qualifie depuis très longtemps, on ne qualifie plus nos patients de végétatifs. Nous, on emploie le terme post-relationnel. C'est vrai que quand ce centre a commencé, c'était de la neuro classique. Au fil des progrès de réanimation, on a vu arriver parmi nos patients classiques ces personnes qui étaient non communicantes, rétractées, et on était comme des poules ayant couvé un oison. Grâce à notre médecin Edwige Richet, à qui je rends un hommage incroyable, quand elle a vu arriver de plus en plus de ces patients, elle a dit c'est pas possible, on ne sait pas faire, j'ouvre un service. Elle a ouvert un service, elle a demandé des volontaires. Tous les gens un peu curieux, un peu passionnés, kinés, ortho, se sont plongés dans la rééducation de ces personnes. Elle nous a dit, vous inventez leur prise en charge, ils sont là et bien là, quel que soit leur état apparent d'immobilité, il y a quelque chose, il y a une lueur dans le regard, il y a un regard qui se tourne, il y a une main qui se lève, ils sont là. À partir de là, nous, on était partants. Moi, mon slogan, c'est quand il y a des neurones et qu'il y a un peu de regard, il y a du boulot à faire. Et pardon Catherine, il y a des cas où il n'y a pas de neurones. Ah, évidemment. Il y a des cas où il n'y a plus de neurones. On fait la différence totalement entre végétatif, ce qui arrive malheureusement, et post-relationnel. Mais qu'est-ce qui se passe avec les cas justement de personnes qui sont dans un état végétatif, c'est-à-dire que nous ne les recevons pas en rééducation. Oui, c'est ça. Mais là, on parle pas de la même chose, bien sûr. Donc moi, je ne veux pas parler de ces personnes-là. Mais vous recevrez un cas comme celui de Vincent Lambert. Voilà. Alors justement, je vais aller loin. La famille de Vincent Lambert était en contact avec nous il y a encore 1 ou 2 ans. Elle nous a envoyé des vidéos qui étaient criantes, c'est-à-dire Vincent à qui sa maman donnait un yaourt. On verra pas un végétatif déglutir ces petites choses. Vincent tournait passionnément vers le téléphone quand sa maman lui tenait le téléphone à l'oreille. Vincent, la tête tournée de l'autre côté, regardant intensément Catherine, son frère. Pardon de vous interrompre, il nous reste assez peu de temps, hélas, mais de ce que j'entends, ce que vous dites, mais on peut pas imaginer que des médecins le déclarent en état végétatif, alors que ce que vous décrivez n'est pas un état végétatif, puisqu'il y a une conscience. Donc là, il y a un problème. Ce que je regrette, c'est que Vincent n'ait pas été transféré dans un centre de rééducation, réadaptation. Ça, c'est catastrophique, en fait. On voit que merci de nous avoir appelé, Catherine. On voit que c'est une situation très compliquée, que c'est souvent aussi au cas par cas que les choses se jugent, qu'il y a de l'euthanasie en France qui est faite dans des conditions tout à fait respectables, et certains médecins prennent ce risque-là en accord avec les familles. Et oui, il faut les saluer. Je dis seulement 2 choses pour répondre à l'auditeur qui a appelé tout à l'heure. Oui, la question économique est vraiment effectivement à prendre en compte, aussi pour le fonctionnement des hôpitaux. Alors ça choque beaucoup. Moi ça me choque aussi parce que, encore une fois, je parle à titre personnel, je ne veux pas défendre personne, etc. Mais je me permets de réfléchir sur le fait qu'il y a 1 semaine, on attaquait Salvini parce
qu'il a mis une amende de 5 000 € sur les migrants. Donc, il a mis à prix la vie humaine. Et là, on fait des calculs quand même aussi pour la vie d'un être humain qui peuvent être Vincent Lambert. Ça, tout simplement comme élément de réflexion. Et la deuxième chose, je me permets aussi de rappeler un autre cas qui est dans d'autres situations, j'en sais rien, celui de Michael Schumacher, qui a eu un accident et qui est en état pas bon, je ne sais pas quel est, mais élargissons le regard. Mais c'est du cas par cas. Je sais pas. On semble admettre. Oui, mais c'est du cas par cas. On semble admettre que toute prolongation de la vie, dans quelque situation que se trouve, et que ça dure des années, c'est bon pour celui qui se trouve là. Alors que c'est probablement personne n'en est revenu. C'est probablement une torture, une souffrance inimaginable qu'imposent les familles uniquement pour satisfaire, effectivement, comme vous le disiez. Comme disait mon voisin, je me sentirais mieux si mon fils est comme ça, donc gardez-le en vie. Et le fils, lui, il n'aura jamais le droit à la parole jusqu'à ce qu'il rende son dernier. Merci, c'est fini Sophie. Merci à tous les quatre. Dans un instant, vous retrouverez André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio.